Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la radio des patients. Bonjour, vous êtes toujours en direct sur La Voix d'Ambroise Paré pour la 9e édition de Lire à l'hôpital et je reçois Isabelle Maillot. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors, vous publiez votre second roman. Le premier, Une longue nuit mexicaine, retraçait l'itinéraire d'une valise partie de l'Espagne dans l'Espagne des années 30 pour traverser le Portugal et d'autres pays, inspiré d'une histoire vraie. Ce second roman, cette fois-ci, La Chouette d'Or, s'inspire du jeu Sur la trace de la Chouette d'Or, organisé sous la forme d'une chasse au trésor, lancée en 1993, je crois. Exact. Et votre personnage principal, Claudia, est reporter. Et lorsqu'elle apprend l'assassinat du Péruvien Beto, elle décide de partir à Barcelone, de s'envoler quasiment dans la minute, pour comprendre ce qui est arrivé à ce Beto qu'elle a rencontré 18 ans auparavant alors qu'il chassait la Chouette d'Or et qu'il a été mêlé à un scandale. Tout à fait. Donc, étant donné que votre personnage Claudia est reporter, que vous êtes vous-même reporter, ma première question, vous la devinez, avez-vous vous-même interviewé ou enquêté sur la Chouette d'Or ou êtes-vous vous-même une chouetteuse? Alors, ni l'un ni l'autre, mais finalement, c'est pire que ça. J'ai un père qui est chouetteur. Donc c'était dans... Voilà, je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite, quoi. Et donc, c'est des grands souvenirs d'enfance. Je me suis beaucoup inspirée de lui, en particulier d'un de ses amis qui reparaît de façon un petit peu transparente dans le roman. Je dois dire, c'est un personnage assez secondaire, mais important quand même, Miguel. Qui est l'ami de Beto que vous évoquiez à l'instant. Et c'était un libraire, il avait une librairie ésotérique juste en bas de chez nous, il avait vraiment un serpent aussi, et voilà. Et donc, bon, entre autres choses, il cherchait des trésors, et il cherchait celui-là, ça les a beaucoup occupés, voilà. Donc c'est resté. Mais alors justement, cette chasse au trésor de la Chouette d'Or sert en fait de trame de fond à l'enquête de Claudia sur la mort de Beto. C'est ça. Mais en fait, cette enquête de Claudia cache, à mon avis, une autre chasse, et là c'est celle de Claudia qui cache peut-être la vôtre, allez savoir. C'est un peu celle d'une femme, alors on ne sait pas exactement son âge, mais entre 40 et une cinquantaine d'années. 48 ans, je crois que je le dis quand même. Oui. Mais oui. Voilà. Et en fait, elle va se retourner sur son passé, mais c'est pour aller vers son avenir quelque part. Oui, au début du roman, elle est vraiment dans un moment un peu de plat, on va dire, voire de creux dans sa vie. Et finalement, l'annonce de la mort de Beto résonne sans doute plus fortement à ce moment-là de sa vie que ça ne l'aurait été peut-être 10 ans, peut-être 10 ans plus tôt, oui. Et pour elle, c'est vrai, c'est très juste ce que vous dites, il y a plusieurs couches. Moi, j'aime beaucoup. Je fais souvent mouche. J'aime beaucoup, moi, l'idée du MacGuffin qu'il y a chez Hitchcock, qu'on passe tout le film à courir après quelque chose et à la fin on se demande si ça existait vraiment. Et j'ai vraiment voulu faire ça avec ce roman, donc c'est vrai qu'il y a plusieurs lectures. Même. Et il y a aussi beaucoup de nostalgie dans ce roman. Alors, donc Claudia a 48 ans, j'ai dit elle est reporter, en revanche vous n'avez pas le même âge, vous êtes beaucoup plus jeune que Claudia. Mais... De moins en moins fatalement. Oui, vous allez la Claudia elle a toujours 48 ans alors que moi je m'en rapproche. Ça c'est terrible. Ça c'est sûr, mais entre-temps vous aurez écrit certainement beaucoup d'autres livres où vos héroïnes ont peut-être 25 ans, au contraire vous vous rajeunirez. Peut-être que ça va se croiser, oui, c'est ça en fait. Mais en tout cas dans ce roman, il y a la nostalgie de sa jeunesse, je pense au passage de la cuillère sous les seins. Alors de mon temps c'était un crayon, c'est pas une cuillère, j'ai essayé d'imaginer, oui. Sauf qu'à mon âge je peux plus faire le test avec une cuillère. Bah oui, non, on peut plus au bout d'un moment. Non, moi même une louche tiendrait sous mes seins. Donc j'ai abandonné. Mais il y a aussi les amours avec ce personnage d'Omar qui revient de son passé et surtout de Barcelone puisqu'elle y a été étudiante, et Barcelone qui quelque part c'est un peu comme Paris pour certaines personnes qui y reviennent, est devenue très décevante.
Oui, j'aime beaucoup. Enfin, moi, j'ai vécu dans pas mal d'endroits et j'ai vraiment pour habitude de ne surtout jamais y retourner parce que je pense que ce serait trop douloureux. Et donc, j'ai imaginé ce que ça. Je pense qu'il y avait des endroits comme Le Caire où j'ai vécu un certain temps qui, à ce moment-là, au moment où j'écrivais le livre, qui était quand même pendant les confinements, pendant la pandémie, un moment très particulier. Je pense que j'étais à un moment aussi particulier de ma vie parce que j'étais en train de devenir mère. Et donc, je pense que je faisais à ce moment-là un retour un peu sur moi qui transparaît beaucoup chez cette narratrice, chez ce personnage de Claudia, et qui est, oui, c'est ça, oui, c'est cette chose un petit peu douloureuse, l'écart entre ce dont on se souvient, la manière dont on se souvient, parce qu'on sait très bien que tout est reconstruit à chaque fois, et puis les choses telles qu'on les voit avec un regard qui est peut-être un petit peu... qui nous fait pas forcément plaisir. On n'aime pas trouver que tout d'un coup c'est un peu sale les trottoirs, que c'est un peu trop bruyant les restaurants, que voilà, ce genre de choses. Ça c'est aussi quand on prend de l'âge. Exactement, mais c'est normal, c'est naturel, mais on n'est pas valorisé par ce regard, quoi. Voilà. Mais justement, toutes ces formes de nostalgie, donc je parlais de la jeunesse, des amours et de notre environnement. Qu'est-ce qui est le plus dur à votre avis pour Claudia ou pour vous comme bilan quand on a cette nostalgie? C'est la jeunesse, c'est les amours passés. Parce que votre personnage, donc Claudia, est marié, donc on n'est plus dans cette espèce de fantaisie. Oui. Peut-être que c'est le rapport à l'improvisation, en fait. Il y a quelque chose comme ça qu'on perd malgré nous. C'est un tout, en fait. Tout est tragique. La nostalgie. Non, pas tellement l'amour. Je pense pas. C'est vraiment juste. Je pense que c'est vraiment la prise de conscience. Moi, je sortais vraiment de la jeunesse à ce moment-là, au moment où j'ai écrit ce roman. Et je pense qu'il y a vraiment la prise de conscience que ça arrive une fois, en fait. Ouais, c'est tout. C'est très bête, hein, parce qu'on le sait avant. Oui. Mais on pense que quand même ça va pas nous arriver, qu'on va jamais en sortir. Et en fait, quand on se sent en sortir, c'est aussi très beau parce qu'il y a, il y a plein d'autres choses. Oui, mais il y a plus ça. Il y a plus. Oui, on sait pas où on va finir la nuit, on sait pas où ça commence. Le côté de l'improvisation, c'est la vie qui peut changer tout le temps, tout le futur qu'on peut tout le temps inventer. Forcément, ça se referme. C'est vrai que ça, c'est une idée qui, à titre personnel, m'angoisse beaucoup. Quand les choix se rétrécissent, et c'est pour ça que j'ai choisi la fiction, parce que du coup, il y a au moins un endroit où je peux encore inventer des choses. Alors justement, nostalgie, angoisse, ça fait peur, mais dans votre livre, il y a énormément d'humour. Oui. Et justement, ce que je n'ai pas dit au départ, c'est que avant d'apprendre l'assassinat de Beto, Claudia, par son rédacteur en chef, elle l'a vu dans son salon, assis dans le fauteuil, parce qu'en fait elle voit donc les morts. Elle voit ce mort. On comprend qu'elle a une petite histoire, notamment via Mitterrand, de prédiction. J'allais y venir. Justement, il y a ce Beto. Donc, quand elle apprend après ça qu'il est mort, elle est un peu rassurée. Bon, ça va, il est mort, c'est normal que je le voie. Et un peu plus tard, on apprend qu'elle a vu aussi Mitterrand, mais elle a prédit sa mort. Voilà. Mais là, elle l'a pas trouvé assis dans le fauteuil de son salon. Donc, ce côté, et puis elle va faire un peu de spiritisme aussi pour retrouver pas la chouette d'or, pour retrouver l'assassin de Beto parce qu'elle veut parler avec lui. Donc ça aussi, il y a un petit peu de vous là-dedans. Oui, moi j'adore. Moi aussi. Je suis née dans une famille où le paranormal était très valorisé, une famille de berrichons pour ne pas les citer. Et donc c'est rassurant. Si c'était berrichon, c'est pas grave. Voilà, il y a toujours eu, il y a beaucoup, il y a des rebouteux, il y a des sorcières, il y a beaucoup de fantômes, beaucoup de tables qui tournent. Donc ça m'impressionnait beaucoup quand c'était ma grand-mère qui faisait tourner les tables avec mais c'est resté, et j'ai à mon crédit quand même quelques prédictions notamment celle de Mitterrand. Je dois dire que ça, c'est autobiographique. J'avais 10 ans, donc c'est pas mal. Voilà, je suis pas passé loin. Alors en parlant de côté humour, j'aime beaucoup le passage où elle revoit donc 98, je crois, où elle part justement à la Sioule. On reviendra à la Sioule après. Et elle est dans le train et un couple lui propose de la charcutaille. Et Claudia dit admettre qu'elle était végétarienne en 98 était plus
clivant que d'admettre, par exemple, qu'on était pédophile. Vous n'allez pas un peu loin, là, quand même, parce que 98, c'est pas les années 50. La pédophilie en 98, c'est l'affaire Boutreau, tout ça, quand même. Oui, bon, alors c'est vrai que ça me paraît très excessif quand vous le dites comme ça, mais voilà. c'était... Oui, quand on le lit, c'est normal. En fait, voilà, c'est ça. Dire à c'est haute ça. voix. Exactement, il y a des choses qu'il ne faut pas lire à haute voix. Oui, et alors, autre chose, parce que j'ai lu dans certaines critiques, on parle de féminisme dans votre livre. Alors, je voulais savoir si c'était féministe que le personnage de Claudia, donc qui a 48 ans, qui dise un jeune homme de 25 ans de moi dont elle pouvait admirer les formes sous son jogging gris. On inverse, on parle d'une jeune femme de 25 ans, là ça fait scandale. Donc en fait, quand on est une femme... je sais pas si ça fait scandale dans l'autre sens. Ouais, aujourd'hui. Ah oui, oui, aujourd'hui. Bon, peut-être. Bon, enfin, en tout cas, ce qui est amusant, c'est que quand on écrit et qu'on est une femme, de retourner le regard, voilà. C'est vrai que ça reste subversif et c'est toujours, il y a toujours un effet comique. Il y a un effet comique, alors que ça devrait pas. Alors justement, tout à l'heure, je disais, on reviendra à la Sioule. Pourquoi vous avez choisi la Sioule? Alors moi, j'ai googlisé la Sioule. Et vous avez trouvé? Là, une rivière. Exactement. Bah ouais, c'est pas très loin de là où vit ma famille, et donc je cherchais un nom depuis longtemps. J'en avais plusieurs, et puis en traversant le pont, je me suis dit voilà, ça reste. Je me suis demandé si vous l'aviez choisi parce que vous avez un vrai lien avec la Chouette d'Or, ou parce qu'il y avait un comité de soutien du Tibet dans les années 98, puisque dans votre livre il y en a un, et qu'en plus la présidente de ce comité de soutien était aussi la trésorière du club de pétanque local, ce que j'ai trouvé assez énorme. Je me suis dit, peut-être que ça existe vraiment. Mais c'est vrai ça? Ah non, là, vous me demandez dans votre livre. Ah oui, d'accord. Non, elle a trouvé l'endroit hallucinant. Non, justement, je voulais un endroit qui soit vraiment de fiction, parce que j'avais quand même une petite appréhension vis-à-vis de la communauté des chouetteurs, et je voulais pas que on puisse penser que je savais des choses. Alors j'ai quand même eu quelques emails de chouetteurs qui m'ont demandé, mais alors, vous parlez de, je sais plus, je crois que c'est Georges Perec, il est évoqué à un moment, et j'ai eu un mail d'un chouetteur qui me demandait, mais alors, moi aussi j'ai toujours pensé que la solution de la chouette était dans l'œuvre de Perec, et je disais non, moi je sais rien du tout. Alors pour conclure, on revient aux chouetteurs, donc entre le moment de la parution de votre livre et il y a un mois à peu près, on a enfin découvert la Chouette d'Or. Or dans votre livre, Claudia dit j'ai retrouvé la Chouette d'Or, mais elle a promis de ne pas dire où elle était. Donc maintenant, on l'a retrouvée. En revanche, l'organisateur ne veut pas révéler ni le nom, ni à quoi ressemble la Chouette d'Or. On le saura en avril 2025. Donc est-ce que vous êtes en train de réécrire et de prouver que c'est Claudia, en fait? Mais moi, j'ai l'impression qu'il s'est passé quand même des choses, que quelqu'un l'a trouvé, qu'il y a une histoire de canard quand même qui est très... Je laisse les gens en chercher un peu plus sur l'histoire du canard. C'est quand même très... J'ai l'impression qu'il y a des choses, qu'il s'est passé des choses. Je peux peut-être pas aussi fabuleuse que dans la Chouette d'Or par Isabelle Maillot, je pense que quelqu'un l'avait trouvé et ne l'a pas dit. Moi, vous pensez que ça peut être un footballeur du Barça? Alors j'adorerais, mais peut-être pas quand même. On le saura en avril 2025. On le saura en avril. Donc je donne rendez-vous à tous nos auditeurs de La Voix d'Ambroise Paré pour en savoir plus. Avec plaisir. Et je vous souhaite à tous un prompt rétablissement. Au revoir Isabelle. Au revoir. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré, 24h sur 24, 7 jours sur 7, la radio des patients.